Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va parler d'une arme réglementaire française de la Première Guerre mondiale mais que vous ne connaissez peut-être pas. C'est la 1907, la Winchester 1907 qui tire en 351 SL. Alors, je vais le dire d'emblée, mais l'histoire va en soi être assez courte, puisque je vous ai déjà raconté plusieurs fois comment et pourquoi l'armée française s'est retrouvée avec une telle diversité d'équipements durant la Première Guerre mondiale. Les effectifs du mois d'août 1914 sont triplés, les pertes sur le terrain sont colossales et bien plus importantes que prévu, il n'y a pas assez de fusils Lebel pour équiper tout le monde, donc il faut des solutions. Il y aura par exemple le recyclage des fusils gras M14 qu'on a déjà abordé, les Remington Rolling Block aussi, les pistolets rubis, les revolvers espagnols pour les armes de poing, et puis il y a bien évidemment la Winchester à levier sous garde, modèle 1894. Ce qui paraît surprenant, c'est que la France a adopté une carabine de chasse semi-automatique, car oui, cette Winchester 1907, comme vous l'avez vu, c'est du semi-auto, en plus dans une cartouche intermédiaire. Eh bien déjà on va repartir sur la genèse de cette carabine chez Winchester, et il faut savoir qu'elle n'a aucun lien avec John Moses Browning. Je l'avais évoqué dans la vidéo sur le Browning 1900 fabriqué par Remington et la FN Herstal, mais Browning et Winchester s'étaient brouillés justement sur les années 1900 à peu près. Et c'est vrai que Browning avait initialement conçu des carabines semi-automatiques, mais que Winchester n'en voulait pas. Bon, après tout, il vendait à tour de bras des modèles 94, donc pourquoi s'embêter à vendre du semi-auto? Et puis le semi-auto, sur la première décennie du XXe siècle, c'est quand même peu répandu et commercialement assez risqué. Le fait est que Browning est parti vendre ses idées chez Herstal et chez Remington et que Winchester s'est retrouvé les bras ballants. Et c'est un certain Thomas Crossley Johnson qui va s'y attaquer et proposer la modèle 1903 en 22 long griffes, qui sera la première d'une lignée de carabines semi-auto avec la 1905 en 32 ou 35 SL, la 1907 en 351 SL et la 1910 en 401 SL. SL qui signifie simplement self-loading, ce qui correspondrait en français à chargement automatique, faisant référence bien évidemment au côté semi-auto de l'arme. Enfin précisons qu'à l'époque ce sont des fusils automatiques, il n'y a pas vraiment de distinction entre semi et auto, peut-être parce qu'à ce moment-là, le full auto sur ce type d'arme, ça n'existe quasiment pas. Bref, ces carabines ont un point commun, elles fonctionnent simplement par une culasse non calée, ce qui signifie que pour la 1907 et la 1910, il faut un minimum de poids et de force dans le ressort pour tenir tout ça en place, parce que mine de rien, la cartouche de 351 SL est pas inintéressante pour l'époque. On a une balle de 180 grains qui se déplace à 570 mètres par seconde. En comparaison, la 30 M1 pour l'USM1 a une balle de 110 grains pour une vitesse de 610 mètres par seconde. Alors pourquoi je vous parle là de l'USM1 ? On aime bien souvent trouver quelques similitudes entre la Winchester 1907 et l'USM1. Même si les deux armes ne fonctionnent pas pareil, et surtout que l'une a été pensée comme arme de chasse et l'autre comme arme militaire. Je pense que c'est dans le concept général de l'arme que ça se rejoint. On a une carabine, donc en soi une arme de petite taille avec un chargeur amovible, et surtout une cartouche intermédiaire. Précisons tout de même qu'à la base, la Winchester 1907 est livrée avec un chargeur de 5 coups. Les 10 coups, ce sont des chargeurs fabriqués en France, spécialement pour l'armée française, et ils sont notés du perron en dessous. Il y en aura aussi pour le marché américain, et même des 20 coups, mais en fait la carabine ne sera jamais un très grand succès commercial pour Winchester, même si elle sera encore au catalogue jusqu'en 1950. A priori, ce manque d'intérêt viendrait du fait que les vétérans de l'armée américaine voulaient une arme qui se rapproche de leur fusil de service, le Springfield 1903, qui est un fusil à verrou, et donc une arme semi-automatique. Ça les intéressait pas trop. Par contre, c'est la police américaine qui les adoptera, et aussi les gangsters américains. Et ouais, dans les films, on voit souvent des Thompson, mais on devrait voir des Winchester 1907. Et puis c'est plutôt sympa d'en voir avec des poignées de Thompson là à l'avant chez les policiers américains. Et le marché militaire ? Pas grand chose. La cartouche, qui ne se prête finalement pas trop mal pour des missions de police, ne convainc personne pour le combat d'infanterie. À cette époque, tout le monde ne jure que par les grosses cartouches de fusil, à minima en 6 mm. Mais alors pourquoi je vous dis que cette arme est réglementaire dans l'armée française ? Je vous le disais au début, quand nécessité fait loi. Et dès septembre 1914, des carabines sont réquisitionnées chez les armuriers français. Dans quel but ? L'aviation. Et ouais, ces armes n'ont pas été utilisées dans les tranchées comme on peut le voir dans le jeu vidéo Battlefield 1,
où elles sont bien présentes à juste titre, mais il serait plus logique de les voir dans les avions. Parce qu'au début du conflit, il n'y a pas de mitrailleuse dans les avions, c'est beaucoup trop lourd. Au tout début, on se bat avec ce qu'on peut, mousqueton Berthier ou LP-08 d'artillerie. En fait, tout ce qui est semi-automatique va intéresser les aviateurs. C'est quand même beaucoup plus pratique à utiliser dans un avion en plein vol qu'un fusil à verrou de gros calibre. Ceci étant dit, il y a une photo assez intéressante qui nous montre un ballon d'observation et son occupant est bien équipé d'une carabine Winchester. Alors, est-ce une 1907 ou une 1910 ? C'est impossible à savoir, mais c'est sûr qu'il s'agit d'une Winchester, prouvant une fois de plus de l'utilisation de ces carabines pour les pilotes, mais aussi ce qu'on appelle les aérostiers. Je mentionnais le modèle 1910 parce qu'en effet, la commande de 1916 fait mention des deux modèles, pour ce qui serait un total de 3119 exemplaires dans les inventaires de 1918. Ce qui en soi n'est pas énorme, mais il faut bien noter un souci à l'époque. Les munitions. Il fallait importer le 351 ou le 410 SL, et avec la possibilité en fin de conflit de mettre des mitrailleuses dans les avions, leur utilité est devenue peu pertinente. Ce qui est peut-être dommage, c'est qu'en même temps, il y a les RSC-17 sur le front, et que peut-être que ces carabines auraient pu être reversées à des troupes de choc. Bon, quoi qu'il en soit, on a quoi là ? Eh bien une carabine qui, mine de rien, n'est pas si légère qu'elle n'y paraît, puisqu'elle fait 4 kg. C'est le même poids qu'une AK-47 boîtier usiné. Alors que pour comparer l'USM-1, elle ne fait que 2,4 kg. C'est ça de vouloir faire une carabine avec culasse non calée. Alors on a des organes de visée qui sont dans le style chasse avec ces grandes cornes qui permettent en théorie, selon le niveau où vous placez votre guidon, de changer rapidement de distance sans devoir toucher à votre hausse. Au cas où vous êtes en pleine brousse et que vous croisez soudainement un gnou à 50 mètres ou à 150 mètres. Eh bien imaginez vous êtes dans votre biplace et vous croisez soudainement un teuton à 50 mètres de vous. C'est pareil. Les chargeurs que j'ai sont bien des chargeurs de 10 coups français, et si l'insertion ça va, c'est l'extraction qui est franchement pénible. On a un tout petit bouton ici, qui est pas très pratique. Bon, clairement, oubliez les rechargements à la sauce Battlefield 1. Ensuite, une fois qu'on a un chargeur, on va pouvoir chambrer une cartouche, et il faut appuyer sur le levier à l'avant du canon. Il n'y a pas d'arrêtoir, et on peut aussi bloquer la culasse en arrière en pivotant le levier ici. Alors petite précision, mais le 351 SL ne se trouve plus dans le commerce depuis des décennies. J'ai donc refait des cartouches sur la base d'études de 123 Remington. Ça, c'est une cartouche originale. Les balles se trouvent, la poudre, c'est de la N110, mais les étuis, c'est galère. Donc je dirais que couper les étuis de 223, c'est ce qui sera le plus facile à faire. Et j'avoue que, bon oui, ça fonctionne. Appréhensible, c'est un peu compliqué, j'ai pas du tout pris le temps d'essayer, j'ai surtout fait les cartouches pour pouvoir vous filmer des moments au tir. Mais on a pas mal tergiversé sur le sujet avec un ami pour trouver une solution acceptable pour faire revivre cette arme qui, malheureusement, est en catégorie B. C'est dommage parce que clairement, c'est une arme que j'allais qualifier d'obsolète. C'est plutôt le calibre qui est obsolète. J'ai démontré qu'il était possible d'en refaire mais cette arme serait mieux en catégorie C. Même si c'est un autre débat. Pour moi, le gros défaut de cette carabine, ce sont les bois. Alors là, c'est assez incroyable, mais je n'ai jamais vu autant de réparations sur le garde-main et sur la crosse. Et si vous regardez la vidéo de CN Arsenal sur le sujet, Otaï s'en parle aussi. Ils ont réparé les bois de leur exemplaire parce que c'est super fragile. Et ça, c'est un peu dommage. Mais si vous l'utilisez correctement ce stand de tir, il n'y a pas de raison particulière. Par contre, ça signifie que clairement, pour une utilisation militaire, c'est trop fragile. Et de la casse, il y a dû y en avoir. Ça me fait penser aussi aux exemplaires utilisés par la police américaine. Elles ont dû morfler avec l'utilisation. Bon, et bien écoutez, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez découvert une arme assez atypique de l'armement réglementaire français, même si son utilisation fut assez bref. C'est aussi une Winchester qu'on ne voit jamais sur le pas de tir et très rarement en action à cause de son calibre, et qui se destine surtout aux collectionneurs comme moi. À défaut de trouver un RSC-17, achetez une Winchester 1907. Merci aux camarades qui se reconnaîtront, merci au stand de tir pour la mise à disposition des lieux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter, ça aide au référencement et à soutenir mon travail. Et je vous dis à très bientôt.